L'histoire avec Rick commence par une histoire d'amour alors qu'on est au Québec, on est tout jeune. Pendant plus de 30 ans, Lara Fabian a chanté l'amour comme si chaque mot lui coûtait quelque chose. Devant elle, des salles entières se levaient. Des milliers de visages pleuraient sur « Je t'aime »,« Tout » ou « Je suis malade ». Les concerts affichaient de complet. Les applaudissements semblaient interminables et, vu de l'extérieur, sa vie ressemblait à celle d'une femme qui avait obtenu tout ce dont une artiste pouvait rêver. Mais derrière cette voix se cachait une histoire beaucoup moins lumineuse. Des blessures liées à son corps, des années de critiques et d'humiliations publiques, des chagrins amoureux, des problèmes de santé capables de menacer ce qu'elle avait de plus précieux, sa musique, et surtout cette étrange contradiction qui l'accompagnera longtemps. Être aimé par des millions de personnes sans toujours parvenir à se sentir protégé du regard des autres. Puis, des années plus tard, le récit prend une tournure inattendue. Bruxelles au petit matin, pas de scène, pas de projecteur, pas d'orchestre pour couvrir les silences, seulement un café discret, une tasse posée sur une table, et Lara Fabian loin de l'image de la diva que le public connaît. C'est dans ce décor intime que le récit lui prête une phrase aussi simple que troublante. « J'ai toujours chanté l'amour. Aujourd'hui, je veux parler du mien. » Quelques mots seulement, mais derrière eux se cache une question beaucoup plus dérangeante. Et si la plus grande histoire d'amour de Lara Fabian n'était pas celle que nous pensions connaître? Car Lara n'est plus cette jeune femme qui cherchait sa place entre Bruxelles, Montréal et Paris. Elle a traversé les triomphes, les séparations, les humiliations et la peur de tout perdre. Elle est devenue mère. Elle a construit une vie avec Gabriel Di Giorgio, un homme discret avec lequel elle semblait avoir trouvé cette stabilité qui lui avait si souvent échappé. Alors pourquoi reparler d'amour? Pourquoi maintenant? Selon le récit qui entoure cette confession, il ne serait question ni d'une rupture spectaculaire ni d'un scandale classique, mais de quelque chose de beaucoup plus difficile à enfermer dans un titre. Une émotion inattendue, profonde, presque silencieuse. La sensation qu'après 50 ans, alors même que l'on croit avoir compris sa propre vie, le cœur peut encore nous surprendre. Et c'est là que l'histoire devient inconfortable. Peut-on être heureuse sans avoir cessé de chercher ? Peut-on aimer ce que l'on a construit et ressentir, malgré tout, qu'une partie de soi continue de bouger? Et surtout, la fidélité consiste-t-elle uniquement à ne jamais éprouver autre chose, ou également à ne pas mentir sur ce que l'on ressent? Pour comprendre pourquoi ces questions semblent si importantes dans l'histoire de Lara Fabian, il ne suffit pourtant pas de regarder sa vie actuelle. Il faut remonter beaucoup plus loin. Bien avant Gabriel, bien avant Je t'aime, bien avant les salles combles. Il faut retrouver une petite fille entre la Belgique et la Sicile, une enfant qui découvre très tôt que le regard des autres peut faire mal, et qu'une chanson peut parfois devenir le seul endroit où cacher cette douleur. Bien avant Lara Fabian, il y avait Lara Crocaert, une petite fille née en Belgique, mais dont l'identité allait très vite se construire entre deux mondes. D'un côté, son père belge, plus réservé, musicien lui aussi, qui l'accompagnera plus tard à la guitare. De l'autre, sa mère d'origine sicilienne et tout un héritage italien fait de famille, de chaleur et d'émotions exprimées sans détour. Une partie de son enfance se déroule près de l'Etna, avant le retour vers Bruxelles. Et peut-être est-ce là que se trouve l'une des premières clés pour comprendre Lara. Elle grandit entre plusieurs cultures, plusieurs sensibilités, plusieurs façons de dire ce que l'on ressent. Très tôt, la musique devient son langage. Vers 6 ans, elle apprend le chant, le piano, le solfège, le théâtre. Plus tard viendra le Conservatoire royal de Bruxelles. Tout semble annoncer le parcours presque idéal d'une enfant destinée à la scène. Pourtant, avant de rêver de devenir chanteuse, Lara aurait imaginé une autre vie. Elle voulait danser. Elle admirait le ballet et rêvait de devenir ballerine. Mais lors d'une audition, un épisode va laisser une trace beaucoup plus profonde qu'une simple déception artistique. Des années plus tard, Lara racontera qu'une enseignante avait frappé son pied avec une baguette avant de s'en prendre à son corps. Le message adressé à l'enfant était brutal. Elle était trop grosse. Personne, lui aurait-on fait comprendre, ne pourrait la porter pour danser. Pour un adulte, quelques secondes peuvent sembler insignifiantes. Pour un enfant, elles peuvent devenir une voix intérieure. Et cette voix peut rester là pendant des années. Puis sont apparus les problèmes d'image corporelle, les complexes, et les troubles alimentaires dont a souffert Lara, ce qui l'a rendue de plus en plus complexée par son corps. Ces problèmes l'ont longtemps hantée, trop lourde pour danser. Puis des années plus tard, trop émotive, trop démonstrative, trop dramatique, trop intense.
Comme si le monde avait constamment demandé à Lara Fabian de prendre moins de place. Mais la musique, elle, lui permet exactement l'inverse. À 14 ans, pendant que beaucoup d'adolescents cherchent encore ce qu'ils veulent devenir, Lara chante déjà dans des pianos-bars et des clubs autour de Bruxelles. Son père l'accompagne souvent à la guitare. Elle découvre les soirées qui finissent tard, la discipline, les regards inconnus, les premières réactions du public. Et surtout, elle apprend quelque chose de fascinant. Lorsqu'elle chante, ce qui semblait excessif dans la vie quotidienne devient soudain une force. Son intensité attire les regards, sa sensibilité touche. Cette voix qu'elle utilise peut-être d'abord comme refuge commence à devenir son identité. Mais il existe un piège dans cette découverte. Quand une adolescente apprend très tôt que donner ses émotions lui apporte reconnaissance et applaudissements, comment savoir ensuite où s'arrête l'artiste et où commence la femme? Lara ne connaît pas encore la réponse. Elle continue de chanter. Elle travaille, elle écrit, elle rêve plus grand. Et quelques années seulement après ces soirées passées dans les pianos-bars, une occasion inimaginable se présente. L'Europe entière va bientôt entendre sa voix, elle n'a même pas 20 ans. En 1988, Lara Fabian n'a même pas 20 ans lorsqu'elle monte sur la scène de l'Eurovision pour représenter le Luxembourg avec Croire. Elle ne gagne pas. Et pourtant, certaines défaites ouvrent davantage de portes que les victoires. Pour la première fois, cette jeune femme, habituée au piano-bar, se retrouve exposée à un public immense. Sa voix voyage au-delà de Bruxelles. Son visage commence à circuler. Mais l'Eurovision n'est encore qu'un signal. Le véritable bouleversement arrive avec une rencontre qui va mêler deux choses que Lara séparera difficilement pendant des années, l'amour et la musique. À Bruxelles, elle rencontre Rick Allison. Entre eux naît une relation sentimentale, mais aussi une alliance créative. Ils écrivent, travaillent, rêvent ensemble. Et surtout, ils prennent une décision risquée. Quitter l'Europe pour tenter leur chance au Québec. Lara racontera plus tard combien ce départ a changé sa vie. Au Québec, quelque chose se débloque. Cette jeune femme qui avait grandi entre la Belgique et la Sicile découvre un nouvel endroit où elle semble enfin pouvoir être elle-même. Une terre francophone au milieu de l'Amérique du Nord, un public qui accueille cette voix immense sans lui demander immédiatement de la réduire. Les premiers succès arrivent, puis tout s'accélère. Les albums se vendent, les salles grandissent. La France finit par l'adopter à son tour. Tout, je t'aime, la différence. Lara Fabian devient progressivement beaucoup plus qu'une chanteuse à voix. Elle devient, pour une génération entière, l'une des interprètes de l'amour absolu. Lorsqu'elle chante, elle ne donne jamais l'impression de raconter une histoire de loin. Elle semble la vivre. Et c'est précisément ce qui bouleverse le public. Mais c'est aussi ce qui va finir par se retourner contre elle. Car plus Lara devient célèbre, plus son intensité dérange. On lui reproche d'en faire trop, de chanter trop fort, de montrer trop d'émotions, son visage, ses gestes, sa manière de pousser une chanson jusqu'au bord de la rupture deviennent des sujets de caricature. Et peu à peu, la critique artistique franchit une frontière. Ce ne sont plus seulement ses chansons que l'on attaque, c'est elle. Pendant des années, les moqueries s'accumulent. Les Guignols participent notamment à cette caricature d'une Lara excessive, presque impossible à prendre au sérieux. Ce qui pouvait sembler être de l'humour pour le téléspectateur devient beaucoup plus douloureux pour la femme derrière la marionnette. Lara expliquera plus tard combien cette période l'a marquée. Le paradoxe est cruel. Chaque soir, des milliers de personnes se lèvent pour l'applaudir. Et malgré cela, une partie d'elle entend encore les voix qui lui disent qu'elle est trop émotive. Trop théâtrale, trop présente. Les blessures anciennes n'ont pas disparu avec le succès. Au contraire, la célébrité leur offre parfois un gigantesque miroir. Son rapport au corps devient douloureux. Lara parlera plus tard de boulimie, d'une perte de poids considérable et du mal qu'elle a pu infliger à son organisme durant certaines périodes particulièrement sombres. Et pendant que son corps souffre, sa vie sentimentale n'est pas davantage épargnée. Après Rick Allison, d'autres histoires viennent compliquer encore ce rapport presque fusionnel entre amour et musique. Sa relation très médiatisée avec Patrick Fiori devient notamment un chapitre douloureux. Dans ses souvenirs, Lara reviendra sur une tentative particulièrement chaotique de sauver ce couple, une soirée qu'elle décrira avec des mots terriblement sombres. Alors, une question commence à prendre un autre sens. Lorsque Lara chante « Je t'aime » avec cette voix qui semble se briser devant le public, où s'arrête l'interprétation? Et où commence la femme? Pendant longtemps,
Certains ont cru que cette intensité faisait simplement partie du spectacle. Mais derrière les rideaux, le prix devenait de plus en plus lourd. Car les applaudissements peuvent remplir une salle. Ils ne guérissent pas nécessairement une blessure. Et bientôt, Lara allait découvrir quelque chose d'encore plus terrifiant. Après avoir passé sa vie à se réfugier dans la musique, elle allait devoir envisager la possibilité que son propre corps puisse un jour lui retirer ce refuge. Pendant des années, Lara Fabian avait trouvé dans la musique un refuge contre presque tout. Les critiques, ça pouvait être cruel. Les histoires d'amour pouvaient se terminer, les journaux pouvaient caricaturer son émotion. Il lui restait toujours une certitude. Lorsqu'elle ouvrait la bouche pour chanter, elle savait encore qui elle était. Mais que se passe-t-il lorsque le corps menace de vous retirer précisément ce qui vous a permis de tenir debout? Pour Lara, cette question cesse un jour d'être théorique. Sa santé lui impose des limites. Le silence, autrefois choisi pour se protéger, devient soudain une obligation inquiétante. Pour une chanteuse, une fragilité touchant à la voix ou à l'audition n'est jamais seulement un problème professionnel. C'est une menace beaucoup plus intime. Car Lara Fabian ne fait pas simplement de la musique. Depuis l'enfance, elle s'est construite à travers elle. Et puis, autour de 2013, survient l'une des crises les plus angoissantes de son parcours. Lara connaît de graves troubles auditifs. Pendant plusieurs mois, entendre normalement devient difficile. La situation est suffisamment sérieuse pour perturber ses concerts et provoquer des annulations. Imaginez ce vertige. Une femme qui a passé sa vie à écouter chaque respiration, chaque note, chaque vibration d'un orchestre se retrouve soudain confrontée à l'incertitude de sa propre audition. Cette fois, les applaudissements ne peuvent rien réparer. Et presque au même moment, un autre coup arrive, professionnel celui-là. Universal se sépare d'elle. Pour une artiste installée depuis tant d'années, le message aurait pu être vécu comme une condamnation. Peut-être que l'industrie ne croit plus en vous. Peut-être que votre époque est passée. Lara aurait pu disparaître. Elle choisit exactement l'inverse. Elle reprend le contrôle et porte elle-même, le secret, un projet ambitieux, personnel, loin des recettes les plus évidentes du marché. C'est un moment essentiel de son histoire. La jeune fille, elle qui avait longtemps cherché l'approbation des autres, commence à comprendre qu'elle ne peut plus leur abandonner le pouvoir de décider de sa valeur. Et au milieu de toutes ces secousses, une autre transformation avait déjà changé ses priorités en profondeur, la maternité. Depuis la naissance de sa fille, Lou, en 2007, la scène n'occupe plus exactement la même place. Pendant des années, Lara avait vécu entre avions, hôtels, répétitions et concerts. Désormais, quelqu'un l'attend, quelqu'un devant qui elle n'a pas besoin d'être Lara Fabian. Elle devient plus sélective, elle protège davantage sa vie privée. Elle commence à accepter une idée qui aurait peut-être semblé impossible à la jeune femme des débuts. Parfois, renoncer à une proposition n'est pas perdre une occasion, c'est choisir sa vie. Puis, en 2013, un autre visage entre durablement dans cette nouvelle existence. Gabriel Di Giorgio, un homme discret, loin du personnage flamboyant que l'on aurait pu imaginer aux côtés d'une diva internationale. Avec lui, Lara semble trouver autre chose, moins de bruit, davantage de stabilité. Une vie familiale, des moments en Sicile, la possibilité de partager des silences qui ne sont plus menaçants. Après tant d'années de tempête, l'équation paraît enfin simple. Une fille qu'elle aime, un mari, une carrière qu'elle a réussi à préserver, une maison intérieure enfin plus calme. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Mais la vie a parfois une manière étrange de poser ces questions les plus difficiles précisément lorsque nous pensions avoir trouvé toutes les réponses. Quelques années plus tard, le monde entier s'arrête. Les salles ferment. Les voyages disparaissent. Les applaudissements se taisent. Et pour Lara, il ne reste soudain plus de scène derrière laquelle se réfugier. À plus de 50 ans, elle se retrouve face à elle-même, à ses choix, au temps qui passe, et à cette question que la stabilité n'avait peut-être jamais complètement étouffée. Puis le monde s'arrête. Plus de salles pleines, plus d'aéroports à l'aube, plus de loges où l'on frappe à la porte 5 minutes avant d'entrer en scène. Avec la pandémie, le rythme qui avait accompagné Lara Fabian pendant presque toute sa vie disparaît brutalement. Et lorsque le bruit extérieur s'éteint, certaines voix intérieures deviennent beaucoup plus difficiles à ignorer. Lara ralentit, elle marche, médite, écrit. La Sicile, terre de son enfance et de ses racines maternelles, redevient un refuge. Le temps ne se mesure plus en date de tournée, mais en journées ordinaires, en conversation, en silence.
À plus de 50 ans, elle n'est plus la jeune femme qui doit convaincre une maison de disques. Elle n'est plus non plus cette artiste qui accepte de souffrir pour répondre aux attentes des autres. Elle a une fille, un mari, une carrière immense. Alors que pourrait-elle encore chercher? C'est là qu'elle rencontra quelqu'un qui lui apporta la paix. Une rencontre inattendue a eu lieu en Sicile. Un homme. Son identité reste dans l'ombre. Écrivain, musicien, artiste. Lara a plus tard raconté cette rencontre comme un miracle, refusant de révéler la véritable identité de l'homme qui lui avait apporté la paix. Elle a même affirmé que son identité importait moins que la signification de sa présence à ce moment précis. Il n'y aurait pas eu de coup de foudre spectaculaire, pas de fuite, pas de scène clandestine digne d'un roman, seulement une conversation puis une autre. Deux personnes parlant de création, du temps qui passe, de la fatigue d'être regardé sans toujours être réellement vu. Et quelque chose aurait changé. Après des décennies pendant lesquelles presque chaque inconnu rencontrait d'abord Lara Fabian, la chanteuse, la voix, la célébrité, voilà quelqu'un qui aurait semblé regarder la femme derrière le personnage. Mais Lara elle-même était très inquiète de cette relation à l'époque, car Lara était mariée. Gabriel Di Giorgio est toujours là. Puis son conflit intérieur a progressivement émergé. Comment nommer une émotion que l'on n'avait pas cherchée? Faut-il la nier pour protéger ce que l'on possède déjà? Ou peut-on reconnaître son existence sans nécessairement détruire ce que l'on a construit? Mais le plus déchirant, c'était que Gabriel était au courant. Beaucoup pensaient qu'il quitterait Lara. Mais non, Gabriel a déclaré plus tard que Lara et lui étaient restés ensemble parce qu'ils croyaient en la liberté intérieure. Parce qu'elle déplace la question, il ne s'agit plus simplement de demander « Qui est cet homme ?» La véritable question devient « Qu'est-ce qu'aimer veut encore dire lorsqu'on a déjà vécu une grande partie de sa vie ?» À 20 ans, l'amour semble parfois exiger de tout quitter. À 50 ans passés, les choses sont différentes. Il existe une famille, une histoire, des promesses, des blessures guéries ensemble, des habitudes qui ont cessé d'être des habitudes pour devenir une vie. Alors, l'apparition d'un sentiment nouveau ne ressemble plus forcément à une libération. Elle peut devenir un vertige. Et le public, lui, voudrait naturellement une réponse simple, fidélité ou trahison, mari ou nouvel amour, victime ou coupable. Mais la vie réelle entre rarement aussi facilement dans deux colonnes. Mais peut-être que le véritable bouleversement n'était finalement pas cet homme. Peut-être que Lara venait surtout de rencontrer une femme qu'elle avait longtemps empêché d'exister, elle-même. Alors, que reste-t-il lorsque le bruit retombe? Peut-être faut-il oublier un instant cet homme mystérieux, les rumeurs et toutes les questions auxquelles nous n'aurons peut-être jamais de réponse certaine. Et regarder simplement Lara Fabian, car son histoire commence bien avant cette possible rencontre en Sicile. Elle commence avec une petite fille blessée par le regard porté sur son corps, une adolescente qui chantait le soir dans les pianos-bars avec son père. Une jeune femme partie au Québec pour poursuivre un rêve immense, puis une star que des millions de personnes ont applaudi, tout en lui reprochant parfois ce qui faisait précisément sa singularité. Trop puissante, trop théâtrale, trop émotive, trop intense. Pendant des années, ce qui bouleversait son public devenait aussi ce que certains utilisaient pour la caricaturer. Lara aurait pu finir par se fermer. Elle a choisi un autre chemin. Ceux qui l'ont découverte plus récemment dans The Voice, La Voix ou auprès de jeunes artistes ont vu une femme particulièrement attentive aux mots. Une artiste qui préfère souvent l'encouragement à l'humiliation, la sensibilité au cynisme. Et peut-être comprend-on pourquoi. Lara sait qu'une phrase peut rester dans la mémoire pendant des décennies. Elle sait que l'on peut sortir d'une salle sous une ovation et rentrer chez soi rempli de doutes. Elle sait surtout que le succès ne protège ni de la maladie, ni des séparations, ni du deuil. Elle a parlé de ses troubles alimentaires, des attaques qui l'ont profondément marquée, de ses problèmes de santé et de cette période terrifiante où son audition a été menacée. Elle a également connu l'une des douleurs les plus intimes, accompagner le déclin de sa mère avant de la perdre. Et malgré tout cela, Lara Fabian parle encore d'amour. C'est peut-être là le véritable retournement. À plus de 50 ans, elle ne semble plus vouloir impressionner à tout prix. Elle veut toucher juste. Elle ne cherche plus autant à correspondre à l'image parfaite que les autres pourraient attendre d'elle. Alors revenons à notre question initiale. Et si la plus grande histoire d'amour de Lara Fabian n'était finalement pas celle que nous pensions? Peut-être existe-t-il une rencontre que le public ne connaît pas entièrement.
Peut-être certaines zones de sa vie resteront-elles secrètes. Tant que Lara ne les confirme pas clairement, elles doivent rester des zones d'ombre. Mais une transformation semble beaucoup plus évidente. Lara ne paraît plus vouloir s'excuser d'être sensible. Et peut-être que le véritable nouvel amour se trouve précisément là. Pas nécessairement dans le visage d'un autre homme, mais dans une fidélité nouvelle envers elle-même. Après avoir passé des décennies à entendre qu'elle était trop ceci ou pas assez cela, elle semble enfin capable de dire « Voilà qui je suis, avec mes blessures, mes contradictions, mes choix, et cette capacité à aimer qui n'a pas disparu avec l'âge. » Alors j'aimerais vous poser une question. Après 50 ou 60 ans, après une famille, des responsabilités, des promesses et parfois des renoncements, avons-nous encore le droit de découvrir une nouvelle vérité sur nous-mêmes ? Et où se trouve, selon vous, la frontière entre être fidèle aux autres et rester fidèle à soi-même? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner pour découvrir nos prochaines histoires. Car pendant longtemps, on a reproché à Lara Fabian d'être trop insensible, trop passionnée, trop intense. Mais si ce trop n'avait jamais été sa faiblesse, et si c'était justement ce qui lui avait permis de traverser toutes les tempêtes sans jamais cesser d'aimer,